Bienvenue dans le podcast Ayurveda de Mathilde et Julie, le podcast qui rend vivant. Nous te partageons ici des clés pour trouver ton équilibre, ta clarté, ta vitalité au travers de sujets inspirés et inspirants. Nous donnons la parole aux personnes qui, comme nous, servent, explorent et expérimentent le vivant. Si toi aussi, tu désires cultiver ce oui à la vie, alors bienvenue et bonne écoute. Qu'est-ce qui vous fait choisir une plante ? Est-ce que c'est parce qu'on vous l'a recommandé ? Est-ce que c'est parce que vous avez lu un article dessus ? Est-ce que c'est parce que vous vous êtes renseigné réellement sur d'où elle vient et quelles sont ses propriétés ? Aujourd'hui, on a la joie dans cet épisode de recevoir le Vaidya Kalyan Gans qui va nous parler de son amour pour les plantes et de sa relation avec elles et de comment est-ce qu'il les utilise aussi au quotidien dans sa pratique de Vaidya et donc de médecin ayurvédique. Bienvenue Kalyan, merci de nous rejoindre pour cet épisode. Bonjour Julie, bonjour Mathilde, merci de me recevoir. Donc dans un premier temps, on va évidemment te proposer de te présenter à nos auditeurs pour partager un peu qui tu es, d'où tu viens, ton parcours. Eh bien, merci Julie. Donc, je m'appelle Kalyan Gans. En Inde, je me fais appeler docteur Kalyan Gans parce que en Inde, comme vous le savez peut-être, on peut devenir médecin à l'issue d'études d'Ayurveda. Et je suis à moitié américain, à moitié français. J'ai passé une grande partie de mon enfance en France, mais en fait entre la France et l'Inde, parce que dès l'âge de 2 mois, j'étais par intermittence plus ou moins longue en Inde. Et à la suite d'études de droit à Paris, à Paris 2, eh bien, j'ai décidé de repartir en Inde plus tard dans ma vie, donc autour des 20 ans, pour étudier l'Ayurveda. Et donc, c'est là où j'ai passé 7 ans à l'université de Jamnagar, et c'est là où je me suis euh, réintéressé aux plantes et à la nature à travers ces études d'Ayurveda. Super, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous dire justement, tu parles du fait que tu t'es réintéressé aux plantes, tu peux nous parler un petit peu de ton parcours, de ce lien avec les plantes? En fait, je dis ça parce que je pense, quand je dis ça notamment, j'ai toujours été un enfant qui était intéressé par la nature et qui avait les yeux souvent rivés sur le sol, que ce soit sur les plages, à Goa en Inde ou dans les forêts en Bourgogne en France, notamment. Et c'est vrai que mon premier intérêt pour les plantes, intérêt poussé jusqu'à apprendre des noms botaniques, des noms latins, et cetera. C'était en fait les champignons. J'étais jeune, j'étais mycophile, et je ne pouvais être mycophile que parce qu'un mycologue me l'a permis. Et donc nous avions un voisin en Bourgogne qui était passionné de champignons, et qui était quelqu'un qui était extrêmement érudit et qui était aussi un chef exceptionnel. Et il m'emmenait dans une petite camionnette, dans une petite 4L, à 5-6 heures du matin, parfois les yeux bandés, pour pas que je puisse dire aux autres où nous étions allés cueillir les champignons ce matin. Et au lever du jour, on se baladait dans les bois, on repérait sur la route les voitures de chasseurs ou d'autres gens qui étaient sortis dans le même coin. Et, et on rentrait dans un bois, et tout de suite, Jean-Pierre tout de suite me donnait l'orientation du bois, les différents coteaux, les types d'arbres qui poussaient dans ces bois. Il me parlait de l'odeur de l'humus. Parfois, il prenait des petits bouts de terre et on sentait un petit peu la terre. Et donc ça, c'était vraiment... Et non seulement ça, mais on partait aussi avec un panier en osier, 2 petits sacs plastiques. On avait le droit aux sacs plastiques que pour les espèces qui étaient non identifiées, qu'on allait identifier plus tard à la maison dans tous nos livres. Identification avec nom latin, évidemment.
Et sinon, pour le reste, il y avait une hygiène extrême, c'est-à-dire qu'on avait les champignons qui étaient comestibles et identifiés, n'allaient pas dans du plastique, ils allaient dans ce panier en osier. On ramassait les champignons au couteau, à l'opinel en l'occurrence, et il y avait une hygiène aussi au moment même de la récolte, de bien couper le pied, laisser la partie inférieure du pied dans la terre, nettoyer son champignon avant de le mettre en panier. Voilà, donc je me suis, tout de suite, assez tôt, j'ai compris que, enfin on m'a enseigné, j'ai pas compris parce que ça je l'ai compris beaucoup plus tard, mais j'ai vécu, ce rapport avec la nature, avec des plantes, en l'occurrence des champignons, et j'ai compris à quel point, des petites choses pouvaient faire une grosse différence, et à quel point il y a une hygiène et il y a des manières de faire les choses. Super intéressant. Donc en fait, je trouve ça magnifique, cette histoire que tu nous partages sur, déjà ton lien aux champignons et la manière dont tu les as rencontrés, dont tu as été en lien avec eux et comment finalement cet homme, il t'a introduit à leur esprit, en fait, comme à vraiment à les reconnaître aussi comme des êtres vivants et donc avec, des spécificités. Ce qui, va nous permettre de faire un pont évidemment avec, l'Ayurveda et cette notion du Dravya Guna, donc qui est, toute la connaissance en fait, des substances et de leur qualité et qui a certainement, chez toi du coup enfin t'a permis peut-être au travers de ton histoire, à tout de suite reconnaître que ce que tu avais déjà vécu avec cette rencontre avec les champignons était une forme de Dravya Guna. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ça? Oui, hem, alors, oui, j'ai envie d'ajouter quelque chose d'autre, c'est que Jean-Pierre, à qui je rends honneur aujourd'hui, qui nous a quittés il y a bien des années, était aussi un fin connaisseur de vin, un œnologue, et ça, c'est en fait une très bonne, métaphore, ou une bonne comparaison pour, les plantes médicinales, avant de parler de Dravyaguna, parce que, le vin, Vitis vinifera, la vigne, est un très bon exemple de la diversité, que peut avoir une espèce botanique, heu, dans, selon le terrain notamment, selon les sous-variétés. Donc on a des cépages, on a des terrains différents, on a des expositions différentes. Et bon, dans le vin, on a aussi une vinification qui est qui peut différer, qui est différente. Mais si vous voulez, en tant que Français, l'exemple du vin nous donne une idée de l'ampleur de la diversité qu'il peut y avoir, au sein d'une même espèce botanique, et ça, c'est quelque chose d'assez important et intéressant, à garder en tête. Et donc, en ce qui s'agit du Dravyaguna, le Dravyaguna, c'est une matière, que j'ai eue, pendant, mes études au CHU de Jamnagar, et c'est la matière qui s'occupe, je suis désolé pour la redondance, de la matière, parce que Dravya, c'est la matière, et c'est l'étude des qualités de la matière. Guna, c'est les qualités, et bien que le Dravyaguna ait en fait vocation à s'appliquer, tout autant aux aspects cliniques, de l'Ayurveda, qu'aux aspects plus botaniques et pharmacologiques, le Dravyaguna, on dit souvent que c'est la science des plantes médicinales au sein de l'Ayurveda. Et comment est-ce que ce Dravyaguna se rapproche de, ce à quoi j'ai été présenté? Eh bien, en fait, c'est des petites sous-parties du Dravyaguna qui sont peut-être moins connues, mais il est décrit dans les textes, ayurvédiques, des, méthodes, de collection des plantes très précises, et par exemple, le fait de partir très tôt le matin, ce que je faisais dans mon enfance avec Jean-Pierre, ça fait partie, des choses qui sont prescrites en Ayurveda pour la, collection des plantes. La plupart des plantes. Après, il y a des exceptions, et donc il y a en effet toute une hygiène,
du moment de la collection. Et après, il y a évidemment tout cet aspect de variété dont j'ai parlé avec l'exemple du vin. Et il y a la conservation, la manière dont ces plantes vont être conservées et l'utilisation. Bon, ça c'est vraiment toute une matière très large, c'est-à-dire l'utilisation en fonction des gounas. Chaque plante a des propriétés et en fonction de ces propriétés, euh, elles vont permettre d'avoir certaines actions dans le corps du patient et elles vont permettre d'avoir des actions de terrain, euh, voilà, de pouvoir changer le terrain du corps du patient, le terrain étant, selon l'Ayurveda, et pas seulement l'Ayurveda, à l'origine de la maladie. La maladie n'est pas quelque chose qui arrive au milieu de nulle part de manière idiopathique, mais c'est le résultat d'un terrain, de l'évolution de ce terrain au fil du temps. Ouais, merci beaucoup. Est-ce que tu peux nous parler du coup comment toi, est-ce que tu les utilises aujourd'hui dans ta pratique? Comment est-ce que du coup tu participes à toutes ces étapes de te lever tôt le matin, d'aller les chercher? Enfin voilà, comment tu les utilises? Alors malheureusement, je collecte relativement peu de plantes que j'utilise. Donc moi, j'habite à Goa en Inde, dans un endroit qui en fait fait le lien entre l'Orient et l'Occident depuis très longtemps parce que c'était un protectorat, une colonie portugaise, et donc il y avait en fait des liens commerciaux, même de plantes médicinales, entre Goa, Lisbonne et l'Europe depuis très longtemps. Et donc, c'est là où je me suis installé pour pratiquer, là où je consulte et je fabrique des médicaments ayurvédiques. Et donc, il y a certaines plantes, oui, que je vais récolter moi-même, mais malheureusement, euh, j'utilise des plantes qui viennent de beaucoup de parties différentes de l'Inde, parfois de pays frontaliers, ou même un petit peu plus distants. Et donc, la grande majorité des plantes que j'utilise, je ne les récolte pas moi-même. Par contre, ce que j'ai fait, notamment pendant les premières années de ma pratique, c'est énormément de recherches sur chacune de ces plantes, et des voyages, beaucoup de contacts avec des gens qui vendent ces plantes, qui sont souvent dans des villes en Inde, qui sont des centres de commerce de plantes médicinales depuis des siècles. Et donc, j'ai contacté beaucoup de personnes, j'ai fait beaucoup de rencontres, je me suis déplacé aussi dans pas mal d'environnements différents en Inde pour voir ces plantes dans leur milieu naturel. Mais euh, le travail, en fait, c'est essentiellement un travail, pas de collection, c'est un travail de recherche pour trouver des plantes de bonne qualité, pour trouver les meilleurs terrains, les meilleures régions. On a Bordeaux pour le vin, etc. C'est pareil pour les plantes. Et, euh, et après, pour apprendre à analyser ces plantes, à analyser la qualité de manière organoleptique, c'est-à-dire juste avec les cinq sens, à force de voir des matières premières de qualité différente, eh bien, je me suis fait les yeux, le nez, l'ouïe, l'odorat, enfin, l'odorat, c'est le nez, mais le goût, et je peux identifier euh, des différentes qualités. Et ce qui est étonnant, c'est qu'il y a beaucoup de différences entre la qualité d'une plante moyenne et d'une plante meilleure. Alors, pourquoi est-ce qu'une plante va être moyenne? Pourquoi est-ce que l'autre va être meilleure? Ou pourquoi est-ce qu'une plante va être mauvaise? Il y a à partir de la récolte, déjà le degré de maturité auquel il a été récolté, parfois la saison auquel il a été récolté. Comment est-ce que cette plante, juste après la récolte, a été séchée? Euh, Est-ce que ça a été séché à l'ombre, au soleil? Pour différentes plantes, c'est différent. Est-ce qu'il y a eu, par exemple, des petits pathogènes, bactéries, fungus qui sont attachés aux plantes au moment où elles ont été séchées, ce qui est relativement commun dans certaines régions de l'Inde à cause du climat.
Après, pendant combien de temps est-ce qu'elles ont été gardées? Est-ce qu'elles ont été gardées sous vide? Est-ce qu'elles ont été gardées dans du plastique? Est-ce que voilà, la température. Il y a beaucoup d'éléments, et évidemment la variété de la plante, à l'origine. Est-ce que c'est une plante aussi qui poussait dans un environnement sain? Est-ce que c'est une plante qui poussait en altitude? Est-ce que c'est une plante qui, poussait, plus dans les plaines? Donc il y a énormément d'éléments qui influent sur la qualité des plantes mais ce qui est étonnant, c'est que quand vous avez les plantes devant vous, quand vous achetez, 1 kilo ou 10 kilos ou 50 kilos d'une plante et que vous recevez un paquet, eh bien, en tout cas, moi, maintenant, je peux dire tout de suite si c'est de la bonne qualité ou pas. Les plantes vous parlent, elles ont des signes et ces signes, à force, si on crée une intimité en créant une intimité avec ces plantes, on apprend à les reconnaître et heu et à comprendre leur langage. Très beau. C'est très inspirant et je trouve que c'est très intéressant de partager, tout ce que tu nous voilà, tout ce que tu nous dis autour des plantes parce qu'effectivement, nous, aujourd'hui, notre manière à nous de relationner avec les plantes, c'est souvent, bah, déjà, sous forme de compléments alimentaires, donc déjà transformés et qu'en plus de ça, on a quand même plutôt tendance à les choisir par rapport à une recommandation, par rapport à quelque chose qu'on a lu, entendu et cetera et donc il y a une, profonde méconnaissance, en fait, de toute cette, partie-là de l'esprit de la plante, de d'où est-ce qu'elle vient, de son biotope, de qu'est-ce que son biotope lui apporte aussi, c'est-à-dire que le biotope est aussi quelque part le reflet de ce qu'elle va apporter au terrain intérieur, donc dans notre corps. Et donc aussi toute cette science du guna, des Dravya Guna, et l'importance de reconnaître que chaque plante a des spécificités, donc des qualités qui lui sont propres par rapport à son environnement, son biotope, le climat, etc. Et elle est aussi influée par les qualités qui l'entourent, donc par la météo, par peut-être des saisons de sécheresse, etc. Et que tout ça va aussi apporter des variations à son Dravya Guna de base, donc vraiment à ses qualités de base, et qu'effectivement, toi, quand tu les reçois, au travers de ce que tu as développé avec tes 5 sens, tu es capable de reconnaître comment elles ont été influencées par les gunas de la nature et que ça aussi impacte évidemment la qualité derrière de leurs effets et de ce qu'elles vont pouvoir apporter du coup aux êtres qui vont les prendre. Mmh. Et je trouve que ça, c'est, primordial, en fait, de le partager parce que, aujourd'hui, et ça, tu vas pouvoir nous témoigner de ça aussi, on choisit beaucoup une plante, par, les effets, pour lesquels elles sont vendues du type, antioxydants, anti-inflammatoires, détoxifiantes, voilà, principalement et puis plein d'autres. Sauf que c'est au travers de ce que tu viens de nous partager, on se rend compte que c'est un tout petit peu plus subtil que ça et un petit peu beaucoup plus élaboré même et c'est ce qui fait aussi la différence avec, toute cette approche de l'Ayurveda qui nous amène dans la reconnaissance qu'une plante est un être vivant qui a, ses qualités comme nous, comme chaque être humain et qu'en fait, c'est aussi toujours une histoire de combinaison et de synergie entre, notre terrain, le terrain de la plante, qui elle est, plus le mélange avec les autres plantes et que c'est bien plus finalement subtil et complexe que simplement choisir une plante parce qu'elle est, antioxydante ou anti-inflammatoire. Il y a une élaboration en fait dans toute l'approche ayurvédique qui est beaucoup plus précise que, simplement, un effet, qui est attribué, à telle ou telle plante ou tel complément. Est-ce que tu peux nous témoigner toi aussi de ton Ah, expérience par rapport à ça? absolument, bah, moi, mon expérience et ça a été dans un premier temps mon apprentissage, quand j'étais à Jamnagar, au CHU de Jamnagar, qui est un endroit où nous avions des professeurs
qui nous enseignait une pratique d'un Ayurveda entre guillemets «pur», dans le sens où l'on se fondait pour nos décisions cliniques sur la logique ayurvédique. La logique ayurvédique est une logique de terrain, comme vous le savez, et donc on n'utilisait pas de plantes parce qu'elles sont anti-inflammatoires ou ceci ou cela, mais parce qu'elles ont une action précise qui est nécessaire dans un terrain précis. Donc, en Ayurveda, les plantes elles sont classifiées avec un vocabulaire de terrain, et qui est le même vocabulaire de terrain qui est utilisé pour classifier les corps et les maladies. Donc, on a une matrice commune entre les plantes, les corps et les corps sains et malsains. Et donc, c'est en utilisant uniquement cette logique de terrain que l'on utilisait les plantes à Jamnagar, et c'est une approche complètement différente que de dire qu'une plante est anti-inflammatoire. Parce que, par exemple, on peut avoir une plante chaude qui va être anti-inflammatoire. Prenons une plante très commune qui va être le gingembre. Donc ça va être une plante chaude qui va être anti-inflammatoire. Et après, on va nous dire qu'il y a une plante froide qui est aussi anti-inflammatoire. Prenons pour exemple l'amlaki, qui est une des plantes du triphalin. Alors, on va trouver que les deux ont certaines propriétés similaires, anti-inflammatoires, antioxydantes ou quoi que ce soit. Pour nous, ce sont des plantes qui sont complètement opposées. Et donc, si on a une inflammation qui est due à de la chaleur dans le corps, donc la chaleur, c'est une dynamique de terrain, et ben on va utiliser une plante qui est froide, comme l'amlaki. Si on a une inflammation qui est due à du froid et à de la stagnation dans le corps ou dans des articulations ou quoi que ce soit, eh bien, on va utiliser du gingembre qui est chaud. Donc, l'information de savoir qu'une plante est anti-inflammatoire, pour nous, c'est une information qui n'est pas très utile parce que elle n'a pas d'existence dans notre choix thérapeutique. Notre choix thérapeutique se fait complètement sur une logique de terrain. Donc, on a non seulement des choses, des éléments relativement simples et superficiels, chaud, froid, les 5 goûts, les différents gunas, notamment 4 des gunas. Est-ce que c'est sec? Est-ce que c'est onctueux, humide? Est-ce que c'est toutes ces choses-là, mais on a aussi des karmas, des actions qui sont spécifiques aux plantes, et là qui sont un petit peu plus complexes. On est déjà, on va avoir des plantes qui ont des affinités pour certains tissus, des plantes qui ont des affinités pour le système digestif, d'autres pour des tissus plus périphériques. On va avoir des plantes qui ont ce qu'on appelle un prabhav, c'est-à-dire qui ont une action propre qui est quasiment unique, une action qui leur est propre, et qui souvent est, comme tu le disais, Mathilde, liée à leur biotope. C'est-à-dire qu'il y a certaines plantes qui ont particulièrement l'action de d'apparaître pendant les saisons des pluies, et donc leur action, c'est de drainer les sols. Et ben, certaines de ces plantes ont les mêmes actions dans le corps. Et ça, souvent, ça va rentrer dans le prabhav, dans des actions vraiment particulières. D'autres plantes vont ressembler à quelque chose, que ce soit la feuille de Mandukparni, Centella asiatica, Gotukola, qui est une plante qui est certainement commercialisée en Europe, qui ressemble aux deux hémisphères du cerveau. Eh bien, c'est une plante qui est utilisée pour ça. Et ça, c'est son prabhav. La même plante a aussi des petites veines qui sont très apparentes. On voit ces petites veinures. Eh bien, ça, c'est une signature qui indique
que son effet sur le cerveau est un effet circulatoire, en fait. Et c'est pour ça que cette même plante est aussi utilisée pour les varices, etc. On a d'autres plantes comme le Gokshura, Tribulus terrestris, qui est une plante qui est aussi, il me semble, qui pousse même en Europe, dont le fruit ressemble à une concrétion rénale d'oxalate de calcium. Et c'est une plante dont le prabhava, l'action principale et spécifique, va être justement sur ces lithiases rénales. Donc, voilà, c'est très complexe. Il y a plein de manières de regarder ça. Il y a plein de niveaux. Et comme parce que j'essaye d'apporter un petit peu de nuance à cet aspect un peu arithmétique du chaud, froid, du sec, onctueux, etc. On est dans le vivant, on est dans la biologie, et donc on peut pas faire du plus-moins. C'est pas que et un bon exemple pour ça, si vous voulez, c'est un exemple qui est donné dans les textes ayurvédiques, et notamment au moment où il parle des saisons. C'est que le chaud, par exemple, ne provoque pas toujours de sécheresse. Parce que l'exemple qui est donné, c'est que la chaleur sur la neige, dans la montagne, crée des engorgements d'eau. Et ces engorgements d'eau, c'est ce qu'on voit dans toutes les allergies de printemps. Donc, évidemment, la neige fond au printemps et les allergies viennent au printemps, ce qui donne plus de poids à la métaphore. Et donc, je vous donne cet exemple pour vous rappeler que voilà, on est dans le vivant, dans le corps comme dans le monde, et il y a des altitudes différentes, des terrains différents, et donc l'application de qualité chaude, froide, etc., va avoir des effets différents selon là où on les applique. Et donc ça vient rajouter encore une couche de complexité, mais aussi de richesse à l'utilisation clinique de plantes ayurvédiques et à cette logique, à ce monde auquel j'essaie de vous introduire. Ouais, c'est passionnant ce que tu nous dis et je te remercie parce que ça me fait vraiment écho, tu sais, avec des personnes, par exemple, à qui on va leur prescrire une plante pour une action particulière avec tout ce que tu viens d'expliquer. Et du coup, certaines personnes vont dire à quelqu'un d'autre sans connaître forcément l'Ayurveda, tiens, prends ça parce que moi, ça m'a aidé, par exemple, pour ma circulation sanguine. Et du coup, de reprendre cette nature de terrain et de se rendre compte, je trouve que l'exemple de la chaleur sur la neige n'a rien à voir avec la chaleur dans une forêt ou quoi que ce soit, est très, très parlante pour comprendre l'impact, justement, et l'importance qu'une plante peut être très bonne pour quelqu'un et de ne pas avoir du tout la même action pour quelqu'un d'autre, voire même faire l'effet inverse. C'est ça. Et à ce propos, parce que la logique consumériste et le marché veut que on consomme tous de nouvelles plantes et qu'il y ait de nouveaux marchés qui s'ouvrent pour de nouvelles choses parce que c'est bon pour la croissance. Mais en réalité, l'Ayurveda étant écrit bien avant ces logiques de marché, il n'y a pas vraiment de prescription pour tout le monde en Ayurveda. Ça n'existe pas dans les textes, et comme c'était des gens qui étaient plus évolués que nous, manifestement, eh bien, ce qui est prescrit pour tout le monde, c'est des habitudes quotidiennes, c'est des habitudes saisonnières, parce qu'il y a quand même certaines règles qui s'appliquent à tous, et ces règles donc ont été énoncées, et c'est notamment les saisons, les changements saisonniers. On est tous sujets aux changements saisonniers, et donc on peut donner des directives générales aux gens de s'adapter aux saisons, d'adapter leur alimentation, d'adapter leurs activités, etc. Par contre, de dire l'ashwagandha c'est bon pour tout le monde, ou le triphala c'est bon pour tout le monde, ou ça a fait de mal à personne, pourquoi pas, pour lancer un nouveau produit et dire qu'il est antioxydant et anti-inflammatoire, c'est fantastique pour la croissance économique, mais ça n'a rien à voir avec l'Ayurveda. Puisque l'Ayurveda, c'est la connaissance de la vie. Donc, c'est effectivement la reconnaissance de ce qui est vivant pour chacun, en chacun et à un instant T. C'est ça. Super, Oui. merci.
Ouais, merci beaucoup. Je me permets juste, tu vois, quand tu parles de ça aussi, j'ai même aussi la réflexion de me dire qu'en plus de la plante, c'est aussi la manière dont tu vas pouvoir la prendre. Est-ce que tu la prends en décoction? Est-ce que tu la prends en poudre? Est-ce que tu la prends en comprimé? Donc il y a tellement, entre guillemets, de sous-catégories que c'est voilà, c'est Bien sûr, et après, voilà, ce qui est le plus important dans tout ça, en fait, c'est que pour que ce soit de la médecine, il faut qu'il y ait quelqu'un qui est un médecin d'un côté, qui soit quelqu'un de qualifié. De l'autre côté, il faut qu'il y ait un patient. Et entre les deux, il faut qu'il y ait un médicament et que ce médicament ait été conçu avec le but de soigner un patient. Et en fait, si on arrive à mettre en œuvre ces conditions et avoir quelqu'un de qualifié et qui a en tête comme but de soigner son patient et que du coup, il va choisir son médicament ou éventuellement le fabriquer dans cette optique-là et qu'on a quelqu'un qui a un patient qui vient et qui est en demande de traitement, à ce moment-là, tout se fait tout seul. Mais en fait, c'est quand on sort l'Ayurveda un petit peu de son lieu de vie, qui est la clinique en réalité, et qu'on l'emmène dans le marché, que tout d'un coup, toutes ces choses faiblissent. Le patient n'en est plus un, le médecin n'en est plus un, et le médicament non plus, parce que le médicament, c'est une source de revenus pour une entreprise qui n'est pas vraiment proche des gens qui le consomment. C'est sous une tonne de marketing. Les gens, voilà, sont relativement peu informés ou pas de manière ayurvédique. Du coup, en effet, on sort de cette dynamique de soins et on est dans une autre dynamique où il peut se passer plein de bonnes choses aussi, mais en fait, on perd ce qui a vraiment de la valeur. Et donc, moi, ce que j'ai voulu faire en m'intéressant à la pharmacopée, à la pharmacologie, quand j'ai décidé de faire mes médicaments, moi, je ne prescris rien à mes patients qui viennent de l'extérieur. Tout ce que je prescris sont des choses qui sont faites sous ma supervision, parce que évidemment, je peux pas tout faire moi-même. Euh, et bien, c'était justement de redorer le blason de l'Ayurveda euh, en ayant des plantes qui soient à la hauteur de leur description dans les classiques, qui soient à la hauteur de leur qualité. Il y a un concept dans les textes classiques ayurvédiques de plantes qui sont éligibles pour une utilisation médicinale et de plantes qui sont non éligibles. Il y a des descriptions, et notamment basées sur les cinq sens. Et donc, moi, j'avais déjà vu à Jamnagar les effets de plantes pas tout le temps de qualité optimale sur les patients et j'avais déjà vu des résultats parfois incroyables et je me suis dit, eh bien, si toi, tu appliques un petit peu un petit peu de palais et un petit peu d'analyse à toutes ces matières premières et que tu sélectionnes uniquement les meilleures et que en plus tu apprends à les connaître, à savoir d'où elles viennent, etc., et que tu fais des médicaments, eh ben, tu vas probablement pouvoir avoir des résultats qui sont les résultats qui ont été décrits dans les textes, qui étaient les résultats voulus et qui sont aussi les résultats dont j'ai toujours entendu parler en Inde, parce que voilà, en Inde, on a toujours des histoires de gens qui ont une fracture incroyable et qui, dans un village, je sais pas où, machin, et des locaux le récupèrent, ils vont voir un Védia, ils lui mettent un truc, et en 3 jours c'est réglé, ou qui ont été piqués par un cobra et qui machin, ou voilà, il y a plein, les médecins tibétains, les ceci, cela. Moi, j'ai aussi grandi avec toutes ces histoires. Et je sais que ces gens-là avaient aussi et ont aussi une connaissance des plantes et une sélection des plantes. Parce que aussi en voyageant en Inde, dans les villages, dans les endroits reculés, etc., toujours on me disait, ah voilà, ça c'est la vraie plante. Si tu vas en ville, tu vas au marché, tu vas chez les vendeurs, les fournisseurs, etc., tu auras autre chose. Mais ça, c'est la vraie plante. C'est à cette saison qu'on la récolte, et c'est comme ça, et c'est ce côté qu'on utilise, etc., etc. Et donc, moi, mon but, c'était d'aller plus près de ça pour avoir des résultats qui sont dignes de l'Ayurveda aussi, ou pour essayer de m'en approcher. Pour avoir de bons résultats, ou
on a un très bon patient, bon ça c'est génial, ou on a un très bon médecin qui a un très bon diagnostic et qui prend des bonnes décisions, ça c'est génial, ou on a de la très bonne médecine. C'est un de mes profs qui m'avait expliqué ça il y a des années. Il m'avait dit, écoute, si tu veux être bon, c'est ou toi ou la médecine. Si tu as de la chance, c'est le patient. Et donc, voilà, il faut que tu aies un de ces trucs-là qui soit super carré. Et donc, moi, je me suis dit, bah, tiens, je vais prendre la médecine, comme ça, si moi-même j'ai des lacunes, eh ben, c'est les plantes qui les combleront. Ok, c'est très intéressant et ça montre à quel point c'est très important de remettre du discernement sur, comment on choisit les plantes, pourquoi, au service de quoi, d'où elles viennent. Je pense que tu peux aussi nous témoigner ce que tu vois toi, en tant que, préparateur de plantes, qu'il y a des espèces aussi qui sont en train de se raréfier, peut-être de disparaître et que, cet, aspect consumériste des plantes est aussi au détriment d'une diversité qui est en train de, elle aussi, en fait, de s'éteindre à certains endroits. Mmh. C'est quelque chose c'est un sujet intéressant, et très complexe parce qu'en fait, le problème, c'est le consumérisme. C'est le fait que ces plantes disparaissent parce qu'elles sont vendues sur internet ou dans des magasins et pas prescrites par des médecins. Parce que moi, je suis contre, le fait qu'on interdise à des médecins, de prescrire ces plantes. Enfin, le c'est des plantes médicinales. Et c'est des plantes souvent qui sont récoltées, donc les plantes qui sont en voie de disparition et cetera, qui sont souvent récoltées par des tribaux, par des populations qui ont très peu de moyens, par des gens qui, vivent dans la jungle ou dans la montagne très, très haut et pour qui la récolte de plantes médicinales, c'est quelque chose, qui a toujours fait partie de leur, mode de vie et de leur mode de survie et c'est ce qui les a permis par exemple, moi je passe pas mal de temps dans l'Himalaya, près du Tibet, entre l'Inde et le Tibet. Et donc, il y a même encore aujourd'hui des nomades tibétains qui passent la frontière, même l'armée les laisse passer, ils passent la frontière entre l'Inde et le Tibet, donc l'Inde et la Chine. Et ces gens-là, de leur retirer le droit de récolter des plantes médicinales, même si elles sont rares, c'est dégueulasse. Par contre, le problème, en effet, c'est qu'il y a des gros marchés qui s'accaparent ces plantes et qui commencent à les vendre en tant que produits de santé, et cetera, en Inde et ailleurs et qui les vendent sans prescription. Ces plantes ça devrait être régi, même au sein peut-être d'organisations ministérielles en Inde liées à l'Ayurveda et elles ne devraient être données qu'aux médecins et après c'est aux médecins de choisir quand est-ce qu'on va utiliser une plante qui est rare et quand est-ce qu'on va utiliser une plante qui est moins rare. Voilà, souvent les plantes rares sont des plantes aussi exceptionnelles et elles sont rares parce qu'elles ont été trop récoltées et souvent elles étaient déjà en population relativement réduite. Et donc voilà, c'est un problème plus complexe que ça et ce serait trop facile juste de regarder la, surrécolte sans regarder l'utilité de ces plantes. C'est des plantes qui sauvent des vies, c'est des plantes qui maintiennent des familles, en vie en leur donnant des moyens de subsistance et donc voilà, c'est juste la petite, parce que moi, c'est des problèmes que je me pose, si vous voulez, dans ma pratique parce que j'utilise, certaines de ces plantes. Et donc, je me pose des problèmes éthiques et c'est des plantes, voilà, qui doivent être utilisées en petite quantité, qui sont achetées en petite quantité. Même moi, quand je donne des instructions, à des personnes pour aller faire de la récolte, dans l'Himalaya et ben, je leur donne des instructions, voilà, que s'il y a 10 spécimens, on en ramasse 3. On ramasse les spécimens qui sont les plus gros, qui sont les plus développés, qui ont souvent, si c'est des racines, qui ont 2 ou 3 ans d'âge. Quand il y a certains types de plantes qui ont des disques raciniens au-dessus de la racine. On peut laisser le disque et prendre la racine et remettre le disque dans le sol et à ce moment-là, le disque va redonner de nouvelles racines. Donc, il y a des méthodes comme ça, mais
Voilà, ce sont des plantes qui sont dans la pharmacopée. C'est important qu'on les connaisse et qu'on continue à les utiliser de manière limitée. Mais voilà, moi je trouve que on peut pas tout rejeter là-dedans. Je trouve que ce serait injuste pour les médias et les gens qui vendent ces plantes de dire qu'il faut tout arrêter. Oui, c'est pas tout noir ou tout blanc et c'est intéressant que tu puisses remettre ces nuances pour qu'on puisse aussi se reposer les bonnes questions au bon moment, au bon endroit. Et ça me fait même écho, tu vois, dans ce que tu décris, dans cette interdiction, en tout cas, enfin, de vouloir faire très attention à ces plantes qui deviennent de plus en plus rares aussi. C'est aussi cette notion, quand tu vas me dire si je me trompe, mais quand vous, en tant que Vaidia, vous faites des prescriptions, surtout si c'est toi qui les fabriques et qui les donne, c'est-à-dire de donner aussi le nombre exact, par exemple, de ce qui est nécessaire. Je pense, par exemple, en France, si on va acheter un paquet de 500 grammes, par exemple, alors qu'on en a besoin que de 100 grammes. Et finalement, c'est quelque chose, la plante, qui va rester dans les placards et qui va finir à la poubelle aussi. Donc, c'est aussi Bien sûr. cette notion de... Et à ce propos-là aussi, des plantes menacées ou quoi que ce soit, j'ai aussi la chance de travailler avec quelqu'un dans l'Himalaya, justement, qui fait de la conservation in situ. Et donc, c'est quelqu'un qui est agréé par CITES, CITES, qui est une espèce de licence, enfin, c'est une autorisation internationale qui est nécessaire pour l'export de plantes qui sont en danger. Et donc, lui, il fait pousser des plantes médicinales dans l'Himalaya autour de 3000 mètres d'altitude et au-dessus, en faisant travailler des locaux. Et donc, il conserve ces populations de plantes médicinales. Et il a aussi le droit, dans le cadre de CITES, de faire un petit peu de récolte sauvage. Mais donc, c'est de la récolte sauvage qui est monitorisée par le Forest Department, etc. Et donc ça, c'est un autre pan qui est intéressant, c'est donc conservation in situ, et c'est tous ces projets. J'ai aussi un autre ami qui s'appelle Sébastien Paul, qui a lancé une boîte de thé il y a des années qui s'appelle Puka, qu'il a maintenant revendu. Et Sébastien, c'est quelqu'un qui assez tôt s'est intéressé comme moi aux plantes médicinales et à chercher de la qualité, et donc qui a commencé des fermes bio de plantes médicinales en Inde et au Sri Lanka, et qui leur a appris à cultiver ces plantes. Alors, toutes les plantes ne sont pas cultivables, hein, mais pour celles qui le sont, à les cultiver de manière bio, à les sécher, à les conserver, etc. Et ça, c'est un travail vraiment exceptionnel, et c'est un travail qui est important. Voilà, c'est d'avoir des projets. Lui, il fait partie d'un label qui s'appelle Fairwild. Et donc, Fairwild, c'est un label qui s'intéresse à la collection de plantes médicinales. Et donc, que ce soit donc, wild, et donc que ce soit fair pour les locaux et fair pour la nature. C'est-à-dire qu'on n'utilise pas trop, et on inclut les locaux dans ces chaînes de production. Et c'est quelque chose de très important, en effet. Mais ce qui est important, c'est que les locaux puissent en bénéficier. C'est vraiment quelque chose de... C'est aussi les gens qui savent, qui ont des connaissances sur ces plantes, qui ont des connaissances sur la récolte, sur les sous-variétés, voilà, sur comment les préparer avant de les sécher, etc. Et pour moi, c'est quelque chose de vraiment très important. Parce que je travaille avec ces gens-là, je suis en contact avec ces gens-là. Oui, et ça montre encore à quel point tout est une question de combinaison, de synergie, et de la synergie, en fait, de chaque personne qui contribue à cette grande chaîne de la vie et du vivant, jusqu'à ce que, en fait, la plante arrive jusqu'à nous, et pour qu'on puisse la consommer et qu'elle vienne nous aider, en fait, nous soutenir. Bien sûr. Et tout ça compte. Et tout ça doit être pris en considération. Mais finalement, comme quand on va acheter des légumes dans un supermarché, on oublie parfois d'où viennent ces légumes, qui est-ce qui les a faits. Et en fait, pour les plantes, c'est la même chose, et encore plus pour les plantes qui viennent de pays lointains
et qui viennent, voilà, comme toi, tu nous le partages, des chaînes de l'Himalaya. Mmh. C'est important de remettre de la valeur aussi à tous les gens qui contribuent à la possibilité qu'on ait accès à ça aujourd'hui, qui est quand même un trésor. Et ces personnes-là contribuent largement à ça. Et je trouve ça beau aussi de leur rendre hommage au travers de ton témoignage. Absolument, et je vais juste vous donner un exemple du même fournisseur à moi qui fait de la conservation in situ dans l'Himalaya. Il vendait une plante pendant des années à une grande pharmacie indienne très connue, ayurvédique. Et un jour, bon, d'année en année, en Inde, il y a de l'inflation. Donc, une année, il a dû aller à Delhi les rencontrer, leur dire, écoutez, je peux plus vous faire le tarif de l'année dernière parce qu'il y a de l'inflation, je dois payer les gens qui bossent pour moi. Voilà, le prix de ceci et de cela a augmenté, du ciment, du pétrole, de ceci, cela. Et donc, le prix cette année, c'est ça. Et eux lui ont dit, Monsieur Sharma, je suis désolé, mais voilà, on paiera pas plus parce qu'il faut que vous compreniez quelque chose, c'est que nous ne vendons pas des plantes médicinales, nous vendons notre nom. Nous avons une marque qui est établie depuis plus de 50 ans et donc nous n'avons pas besoin de vendre des plantes médicinales de telle ou telle qualité parce que quelles que soient les plantes qu'on mette dans les pilules, on va les vendre parce qu'on a une marque. Et donc ça, c'est quand même quelque chose d'assez significatif. Et c'est, si vous voulez, c'est la base, c'est le fondement de quasiment toutes les boîtes qui font de la phytothérapie aujourd'hui, enfin de beaucoup de boîtes qui font de l'Ayurveda pour pas viser la phytothérapie qui est plutôt en France. Mais voilà, c'est du marketing. On vend des mots, on vend des idées, on vend des idéologies et éventuellement, mais voilà, on vend plus de plantes. On vend un label bio, un label ceci, un label cela. Mais moi, et c'est pour ça que moi, je me suis même pas concentré sur le bio quand j'ai commencé à rentrer dans les plantes médicinales, parce que moi, je voulais vendre des plantes, je voulais acheter des plantes, je voulais transformer des plantes. Et moi, ce qui m'intéresse, c'est la plante que je peux toucher et dont je peux sentir le goût, la couleur, l'odeur, etc. Et qui ont des effets. Parce que, par exemple, ce qui s'est passé en Inde avec le fait qu'on utilise des extraits standardisés au lieu d'utiliser des plantes entières, c'est que la qualité des plantes a chuté parce que dans un extrait standardisé, il suffit de concentrer plus l'extrait pour avoir la valeur standard. C'est-à-dire que avant vous aviez une plante de bonne qualité et vous auriez pu avoir votre valeur standard avec 10 kilos. Et ben aujourd'hui, comme c'est un extrait standardisé, on peut mettre 100 kilos de plantes de très mauvaise qualité et concentrer jusqu'à avoir la valeur standard. Donc, on s'éloigne des plantes et on se rapproche des idées, des chiffres, des mots, etc. Mm. Ben oui, 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 ça montre. Oui, oui, c'est très marquant de voir qu'en effet, aujourd'hui, comme tu dis si bien, on n'est plus sur les mêmes dynamiques et on vend plus du tout une forme de qualité, mais plutôt une forme de quantité et on paye pour l'image et pour répondre à cette demande d'avidité, enfin en tout cas de vouloir toujours plus tout de suite, maintenant, et avoir l'effet escompté dans la seconde qui suit, quoi. C'est ça. Merci beaucoup. Merci de remettre du discernement parce que, en tout cas, je dis je, mais je crois qu'on a à cœur vraiment que du coup les auditeurs et qu'il y ait vraiment cette notion de discernement qui se remette aussi en place dans la prise de plantes ayurvédiques, de formulations ayurvédiques, et que une plante ayurvédique, c'est tellement profond, tellement riche de sens que ça demande une certaine réflexion et ça demande de se rapprocher en tout cas de quelqu'un qui s'y connaisse vraiment et pas juste parce qu'on lui a dit ou parce qu'elle a lu dans un magazine sur la plage en plein milieu de l'été que c'était super bien pour son système nerveux, quoi. Oui. En Voilà. tout cas, dans tout ce que tu nous as partagé, effectivement, ça met vraiment en lumière la nécessité d'être accompagné par un professionnel. Donc en France, des thérapeutes et puis en Inde, des Védias qui ont cette connaissance du terrain et qui sont capables de pouvoir se mettre en lien avec ce qui est vivant,
les déséquilibres qui sont présents, leurs manifestations, et de pouvoir derrière proposer des conseils qui vont être ajustés, adaptés, et encore plus quand il va s'agir de remèdes et de plantes, et que tout simplement déjà pour honorer en fait la plante, et puis honorer le processus en cours aussi dans le corps, puisque en fait la plante n'est pas non plus une réponse automatique à un déséquilibre en cours, et que ça, c'est aussi grâce à la discussion avec une personne, on va dire, formée en Ayurveda, que cette réponse-là va pouvoir ressortir du dialogue. Et en plus, ça augmente la masse des connaissances. Parce que quand on confronte un thérapeute ou un médecin à un patient ou un client, eh bien, si la personne est qualifiée, si c'est un expert, la réponse du client, parce que comme on disait plus tôt, on est dans le vivant, et donc il y a pas de données, on ne sait pas exactement comment le patient ou le client va répondre. Et donc, cette confrontation, c'est la base de la médecine. C'est là où le savoir se fait, c'est là où le savoir augmente, c'est là où même le patient va prendre conscience de choses, alors que si on reste dans une dynamique de consommation, il n'y a rien. Et malheureusement, ce qu'il y a, c'est du mensonge, c'est beaucoup du mensonge, c'est beaucoup des informations qui sont pas franches, des informations qui sont véreuses. Tout à fait. Oui, merci beaucoup en tout cas, Kaliane, de nous avoir remis tout ça en lumière, et d'avoir pu se poser toutes ces questions, ou en tout cas de remettre aussi au goût du jour les besoins, la réflexion autour d'une plante, et ce n'est pas juste son action spécifique, mais que ça va bien au-delà de l'action de la plante, au travers de tous les exemples que tu as pu nous donner. Merci beaucoup pour ton partage d'expérience. Eh bien, je vous en prie, c'est moi qui vous remercie pour cette invitation. Et on a une petite question qu'on aime bien poser, une question rituelle qu'on aime bien poser à nos invités, qui est: quelle est ta plus grande difficulté en Ayurveda? Quelle est ma plus grande difficulté en Ayurveda? J'en ai beaucoup, et elles sont grandes en effet. Merci de le souligner. Ma plus grande, je dirais en ce moment que ma plus grande difficulté, c'est d'étudier, parce que j'ai fini mes études il y a un certain temps, et donc de garder, donc c'est pas une difficulté vraiment clinique, mais c'est de garder la main sur le fil des textes ayurvédiques. Parce que voilà, de par mes activités, je me suis intéressé à plein d'autres choses, et j'ai diversifié, et c'est vraiment ces textes qui me permettent d'étudier toutes ces choses, et donc je me dis que si j'arrivais à passer plus de temps à repartir dans ces textes, eh bien ça m'ouvrirait encore plus de portes. Vous savez, ce qui est génial avec l'étude de l'Ayurveda, c'est que ça se développe, on étudie, moi j'ai étudié 7 ans, et après j'ai quasiment, enfin très peu ouvert les textes après ça, et ça fleurit tout le temps, qu'on soit en train de lire un papier, une publication médicale de médecine, qu'on soit en train de lire un papier d'ethnobotanie, qui est une matière qui m'intéresse beaucoup, qu'on soit en train de lire parfois des trucs sur la vinification, quoi que ce soit. Mais c'est très riche, et donc j'aimerais pouvoir passer plus de temps, réorganiser mon temps pour pouvoir lire plus ces textes fondateurs. On te le souhaite. Oui, c'est ce que j'allais dire. Tu vas. Eh bien, merci beaucoup. Merci pour tes réponses. Merci pour ton partage. Merci à vous tous d'avoir pris le temps d'écouter ce podcast. Et puis, on se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode. À très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Tu as aimé cet épisode? Dis-nous en commentaire ce qui t'a plu.
Puis, clique sur le 5 étoiles de ta plateforme d'écoute préférée, abonne-toi et fais-le voyager. Tu es curieux? Découvre les packs Sommet Ayurveda qui contiennent des dizaines de contenus vidéo, audio et PDF, disponibles sur notre site internet podcast-ayurveda.com. On se retrouve dans 15 jours pour un nouvel épisode.